a commencé la nuit dernière, quand mon avion est entré dans une zone de turbulence. Avant ce boom que j'ai entendu, ma plus grande peur était le nombre de personnes qui risquaient d'être sur mon vol à cause des fêtes. J'étais sûre qu'on allait se retrouver comme des sardines en boîte. Mais finalement, mon avion n'a pas été aussi plein que je ne le pensais. Il y avait même un homme qui semblait assez nerveux, assis tout seul dans la rangée à l'opposé de moi, un rang devant, et quelques autres sièges vides par-ci par-là. Pourtant, je m'étais préparée à tout, au surbooking, aux annulations et aux autres retards. Mais ironiquement, rien de tout cela n'a été la raison pour laquelle j'ai préféré passer 8 heures dans un bus plutôt que de reprendre un avion pour finir mon voyage. Non, j'ai opté pour cette solution à cause de ce qui s'est passé pendant ces turbulences. L'homme qui était assis seul et que je vais appeler Bob, par facilité, essuyait les grosses gouttes de transpiration qui avaient commencé à dégouliner de son front dès le moment où les moteurs de l'avion s'étaient mis à rugir. Il avait été le premier à appuyer sur le bouton pour appeler une des hôtesses et lui demander une boisson bien corsée. Je ne pense pas qu'il y avait quoi que ce soit de suspicieux à propos de lui. Je pense plutôt qu'il avait peur de l'avion. Et puis, sa dégaine de père de famille lui donnait un air inoffensif. La seule raison pour laquelle je m'étais attardée sur lui, c'était parce qu'il ressemblait un peu à l'un de mes collègues. J'avais continué à le regarder jusqu'à ce que je puisse allumer mon PC portable, une fois que les hôtesses nous en auraient donné l'autorisation. Ça ne faisait pas longtemps qu'on était en vol lorsque le pilote nous a annoncé qu'on allait passer une zone de turbulence. Vu que j'avais l'habitude de voyager, ça ne m'avait pas inquiété le moins du monde. Même quand l'hôtesse était empressée de rappeler à tout le monde qu'il fallait attacher sa ceinture. Je comprends que cela puisse être effrayant, mais la majeure partie du temps, les turbulences sont prévisibles. Et c'est pour cela que les pilotes ont le temps de prévenir les passagers en avance. Et la raison pour laquelle c'est possible, c'est parce que tous les avions qui sont passés par là avant avaient réussi à le faire en toute sécurité. Si la zone avait été trop dangereuse, le vol aurait été annulé ou aurait emprunté un autre chemin. Mais Bob n'avait pas l'air de comprendre une chose aussi basique. Il avait les doigts enfoncés dans les accoudoirs. Moi, j'écoutais de la musique pour essayer de faire passer le temps plus rapidement. Mais alors que l'avion nous secouait par intermittence, j'ai entendu quelque chose de lourd faire un bruit distinct directement au-dessus de moi. Le bruit avait été accompagné d'une sorte de pression. J'aurais pu jurer que ça avait fait descendre l'appareil de plusieurs mètres. C'était bizarre, car ça ne donnait pas l'impression d'être un appel d'air. L'onde de choc s'était propagée le long des parois métalliques. C'était comme si un oiseau venait de heurter de plein fouet une vitre fraîchement nettoyée. Mais ce n'était pas possible, car même si les oiseaux percutaient parfois les avions, ils ne tombaient pas dessus. À part s'il était tombé du ciel ou qu'il avait pris l'engin pour un ver géant, c'était improbable. Cependant, j'étais apparemment la seule à avoir remarqué. Donc j'ai laissé tomber. Petit à petit, l'avion avait retrouvé de sa stabilité. Et les autres passagers ont commencé à s'endormir. Même Bob le nerveux. J'ai essayé de dormir, et Dieu seul sait à quel point j'en avais besoin. J'avais travaillé toute la journée et j'avais dû prendre 3 bus pour rejoindre l'aéroport. Mais depuis petite, j'ai toujours eu le sommeil léger. Et la femme à côté de moi avait des coudes aussi pointus que des dagues et n'arrêtait pas de déborder de mon côté. À chaque fois que je piquais du nez, elle me sortait de mon sommeil en me plantant ses os dans le bras. Dans l'espoir d'échapper à ces coups de poignard involontaires, je m'étais appuyée complètement contre le mur pour regarder par le hublot et admirer le magnifique ciel étoilé. Loin des lumières de la ville et bien au-dessus des nuages, il offrait un spectacle à couper le souffle. Mes paupières commençaient à devenir lourdes, et au fur et à mesure que je clignais des yeux, elles disparaissaient avant de refaire leur apparition. J'ai fini par fermer les paupières entièrement. J'ai retiré mon casque, puis j'ai rejoint les bras de Morphée. Je ne sais pas combien de temps ma sieste a duré car je n'avais pas regardé l'heure avant de m'endormir. Mais quand je me suis réveillée à cause d'un léger son répétitif, j'étais encore épuisée. En ouvrant les yeux, j'ai vu quelque chose dans ma vision périphérique. Quelque chose qui ressemblait à de longs doigts entourant l'extérieur de la vitre. Ça m'empêchait de voir les étoiles. J'étais morte de fatigue et ma vision était encore floue. Le temps que je me frotte les yeux, ça avait complètement disparu. Et le ciel étoilé était de nouveau visible. Je n'ai pas essayé de me rendormir. S'il y a bien quelque chose qui m'énerve plus que de ne pas dormir, c'est d'être réveillée par intermittence. En plus, je commençais à avoir mal à la nuque. Et j'essayais en même temps d'échapper à madame la poignardeuse de bras. Je me suis redressée et je me suis mise à fixer le plafond, tout en espérant qu'on allait arriver à l'heure et que je ne manquerais pas mon prochain vol. De temps en temps, je regardais à nouveau par le hublot, mais tout semblait normal. Puis soudainement, à travers le bruit pourtant bien présent des moteurs, j'ai commencé à entendre de petits tapotements tout autour de la structure de l'appareil.
À un moment, ils étaient plus au niveau du dessus de la cabine, et quelques instants plus tard, je les entendais juste derrière moi, parfois à droite et parfois à gauche. Ils ne semblaient pas très forts, et pourtant ils devaient l'être s'ils arrivaient à se faire entendre à travers le brouhaha des turbines. Pendant un moment, je me suis dit que ça pouvait être de la grêle, mais on était bien au-dessus des nuages. Cependant, toute autre explication semblait impossible. Mis à part ces petits bruits, tout était calme. La majeure partie des autres voyageurs dormaient encore. Aucun bébé ne pleurait, et les hôtesses de l'air devaient être en train de préparer les repas car je n'en voyais aucune. Ça m'a fait me relaxer un petit peu. Du moins, jusqu'à ce que je remarque au loin quelque chose dans un des hublots qui se trouvait de l'autre côté de ma rangée. C'était complètement noir. Pas comme une pièce dans laquelle les lumières auraient été éteintes, ou encore la noirceur que l'on pouvait voir dans les abysses. Non, c'était bien plus noir que ça. À tel point que j'avais l'impression que si je marchais jusqu'au hublot et que j'essayais de le toucher, ma main serait passée à travers celui-ci. Je ne savais pas ce que j'étais en train de regarder, et mon cerveau n'arrivait pas à le comprendre. J'étais paralysée par la peur, sans même savoir pourquoi. Et puis, les doigts sont apparus. De longs doigts tordus et pointus d'un noir tout aussi profond. Ils avaient l'air solides et liquides à la fois. Un peu comme de la mélasse. La meilleure façon que j'ai de vous le décrire, c'est d'imaginer un gant en plastique rempli d'eau. On peut changer la forme du gant, l'écraser, le tordre d'un million de façons différentes, qu'il reprendrait toujours sa forme d'origine sans se vider de son contenu. Et tandis que les doigts laissaient place à une main, puis un bras, je me suis retrouvée pétrifiée dans mon siège. Heureusement, quelqu'un a toussé. Et l'étrange forme a disparu dans un mouvement rapide. J'étais recouverte de sueur froide. Et le seul moyen que j'ai eu pour me rassurer a été de me dire que j'étais en train de rêver, même si je savais parfaitement que ce n'était pas le cas. J'étais extrêmement nerveuse, et je promenais mon regard d'hublot en hublot en craignant de voir la forme refaire son apparition. Mais pendant 10 bonnes minutes, il ne s'est rien passé. Et puis soudain, les tapotements ont recommencé. En haut, à gauche puis à droite. Et finalement, la chose est réapparue dans un hublot plus près du mien, au niveau d'une rangée vide. Je me rappelle avoir murmuré « Hey !» Mais je ne savais pas si c'était pour essayer de me réveiller ou tenter de réveiller tous les autres. Dans tous les cas, ça n'a pas réussi à me sortir de la paralysie dans laquelle je me trouvais. Voir la créature recommencer à pénétrer à travers la fenêtre me semblait surréaliste. Et c'est toujours le cas maintenant. C'était comme si je n'étais plus maîtresse de mon propre corps. J'avais l'impression de regarder la scène d'un point de vue extérieur. Et je ressentais la même frustration que quelqu'un qui regarderait un film d'horreur et qui crierait au personnage principal de courir le plus vite possible au lieu d'essayer d'aller voir d'où provenait un bruit. Cependant, malgré ça, je ne pouvais rien faire. J'étais là sans l'être réellement. L'ombre avait pris tout son temps pour se manifester, sûrement à cause de sa taille. Elle était bien plus grande qu'une personne normale, si grande que je ne comprenais pas comment elle pouvait se faufiler à travers d'aussi petits hublots. On aurait dit un chat qui essayait de rentrer dans une minuscule boîte en carton. La chose avait une forme humaine, mais c'était la seule caractéristique qu'elle partageait avec nous. Elle n'avait pas de visage, pas de traits distinctifs. C'était juste une forme géante de noirceur. Une fois entièrement entrée dans l'avion, l'ombre était totalement courbée alors qu'elle avançait doucement dans l'allée. Je ne savais pas si elle pouvait me voir. Oh, si elle pouvait voir quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Ses doigts perturbants s'enfonçaient dans le haut des sièges sur lesquels elle s'appuyait pour avancer. Sa façon de se mouvoir était bizarrement gracieuse. Je sais, j'ai l'air de me contredire, mais je fais de mon mieux pour vous décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ce qui pour moi était totalement surnaturel avait l'air parfaitement normal pour cette chose. C'était comme voir un de ces monstres marins dont on ne comprend pas l'existence, mais qui existait quand même. Ces mouvements semblaient être régis par des lois de la physique totalement différentes des nôtres. La créature a continué à se frayer un chemin à travers l'allée, se rapprochant dangereusement de moi à chaque mouvement. Même si je n'avais aucun moyen de connaître ses intentions, et même si son visage était totalement lisse, j'avais l'impression qu'elle me fixait, comme si j'étais devenue sa cible. Elle avait l'air de ressentir ma peur. Mon cœur battait à toute vitesse, et j'ai bien essayé de crier, mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'était de trembler dans mon siège. C'est quoi ce bordel ? C'était Bob. Il n'a même pas eu le temps de finir sa phrase, car la créature a tourné sa tête dénuée d'expression et s'est jetée sur lui comme le ferait une espèce de poulpe, s'enroulant autour de sa proie et étouffant tous les sons susceptibles de sortir de sa bouche. Je n'arrivais pas à entendre ses cris, mais j'arrivais à ressentir sa souffrance. Un énorme craquement s'est ensuite fait entendre,
et plusieurs personnes se sont réveillées d'un coup. Avant même qu'ils ne reprennent leurs esprits, la créature était repartie par le hublot le plus proche, laissant le siège dans lequel Bob était assis encore quelques secondes auparavant totalement vide. Personne n'a eu l'air de remarquer son absence. Après tout, il voyageait seul, et personne n'était assis à côté de lui. J'ai essayé de me rassurer à nouveau en me disant que j'avais sûrement vécu ma première paralysie du sommeil, et que Bob n'avait jamais réellement été là. Mais après l'atterrissage, et alors que je m'apprêtais à quitter l'avion, j'ai remarqué son téléphone portable abandonné sur son siège.